Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir c'est une ambiance un petit peu chill parce que c'est le retour du Café Rolliste, donc on va parler de jeux de rôle et ça sera plutôt chouette. Donc aujourd'hui je suis avec des invités moins étonnants les uns que les autres. Celui vers qui tous les regards se tournent lorsqu'on a besoin de jouer un barde ou un poète, Monsieur Filou est parmi nous ce soir. Bonsoir. Celui qui aime martyriser les enfants et terroriser les plus jeunes, Monsieur Adrien avec sa sucette et nous ce soir. Et bonsoir. Celui à qui on ne peut pas faire de blagues sur les règles, celui qui connaît par cœur l'intégralité de tous les systèmes de jeu, celui qui a écrit Savage World 2, Monsieur Damien. L'une des deux personnes les plus gentilles de l'univers du jeu de rôle français, mondial et intersidéral. Je parle bien sûr de l'immense Monsieur Simon Lee. Salut. Et pour finir, non pas des moindres, celui dont la qualité de la chaîne n'a cessé de décroître depuis qu'il me connaît. Et je m'en excuse par avance envers de tous mes auditeurs. Et surtout envers les siens. Désolé, mais il est de retour parmi nous. C'est bien sûr Eric du jeu de rôle pour les nuls. Merci. De rien, j'adore gâcher la qualité de ce que font les autres. Ouais, t'as pas grand chose à gâcher, rassure-toi. Ça va. Ah là là. Et donc ce soir on fait un café rolliste. Donc un café rolliste pour ceux qui n'auraient pas vécu le premier épisode. Chacun d'entre nous on va présenter un jeu, on va le présenter de façon très 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 succincte, on va le présenter en une seule phrase. Et après ça sera aux autres de poser des questions pour le faire découvrir un petit peu plus, en piquant vraiment sur qu'est-ce qui attise notre curiosité. Ce soir je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert il y a pas si longtemps alors que le jeu n'est pas si récent. Je vais vous parler de Thanatos. Donc Thanatos est un jeu de rôle médiéval où on va jouer des faucheurs, des disciples malgré eux du dieu de la mort donc dans un univers médiéval qui vient de découvrir un petit peu la chrétienté. Et voilà. Du coup, tu joues des faucheurs. Donc tes missions, c'est quoi? C'est d'aller prélever des âmes? Ou Alors. est-ce que t'es en quête de quelque chose? Alors en fait, dans Thanatos, tu as Thanatos qui est le dieu de la mort, qui a différents aspects et qui va toucher certaines personnes, qui va apparaître en quelque sorte et qui va donner à certaines personnes une parcelle de son pouvoir, qui va leur donner des dons et ils vont devenir des faucheurs. Le but principal des faucheurs, c'est quand même de se débarrasser de tout ce qui va être un peu mort-vivant. Mais c'est également leur boulot de s'occuper de certaines âmes un peu plus classiques, ce qui fait que c'est des gens qui sont assez mal aimés dans la société. Et on va dire pour une mission classique, en fait, c'est un jeu qui pourrait un peu se rapprocher de The Witcher, dans le sens où t'es un peu pareil, t'es une faction qui n'est pas très aimée, tout le monde reconnaît avoir besoin de tes services. Et tu vas être confronté au problème des morts vivants, c'est pas forcément facile à tuer, même quand tu es un disciple du dieu de la mort. Et comment ça se joue? Alors c'est là où est tout l'intérêt de ce jeu. Ça se joue avec un jeu de 52 cartes. Et en fait, tout le jeu est basé autour d'un système de tarot, qui est très proche du tarot de Marseille. Donc là, ça va être le tarot d'Ardorf, donc la région où se passe le jeu. Et en fait, tout va se jouer avec un système de destinée. Donc on va avoir des caractéristiques en soi assez standards qui vont de 1 à 10. Et il faut faire moins que la valeur en tirant notre carte. Sachant que chaque carte a une signification selon si tu l'as pioché à l'endroit ou à l'envers. Et donc tu peux, de façon narrative et intégrée dans le jeu, on va dire donner un symbolisme, un sens à ton action de par le fait de tirer la carte. Et petit hype en plus, si jamais tu tires des figures, tu peux les conserver pour te donner un bonus ultérieurement. Sauf que ces figures deviendront des fatalités, ça seront des gens que tu devras éliminer dans le cadre de ton métier de faucheur d'âme. Et bien sûr, plus la carte que tu conserves est intéressante, plus ça sera une personne qui sera impactante dans le cadre de vie. Par exemple, si tu récupères un valet, ça va être quelqu'un dont la mort n'aura que peu d'impact.
Par contre, si tu récupères un roi, ça peut être le chasseur qui nourrit l'intégralité du village. Est-ce que tu es amené à mieux connaître les gens que tu vas faucher? Alors tu peux, ça c'est un peu libre d'action selon le faucheur justement. Sachant que ben voilà, il y en a qui vont être qui peuvent être un petit peu belliqueux et embrasser la philosophie du faucheur. Mais au contraire, il y en a certains qui vont vouloir essayer de se détacher au maximum pour éviter que eux ça les impacte, parce qu'encore une fois, on est désigné par le dieu de la mort et on n'est pas, ce n'est pas quelque chose que l'on fait de son plein gré. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans la création de personnages. La création de personnages, en fait, on va faire un tirage de type tarot et on va écrire toute l'histoire du personnage avant le début du jeu. Donc tous les événements qui vont marquer sa vie, tous les personnages qui auront eu un impact, qu'est-ce qui l'a fait basculer. Et là où ça peut devenir assez intéressant, c'est que du coup, Thanatos est un dieu qui est païen. On est dans un univers qui est en début de chrétienté. Donc on peut avoir un personnage qui est prêtre, qui est croyant jusqu'au bout des ongles, et qui tout d'un coup, du jour au lendemain, se retrouve faucheur et qui doit, entre guillemets, tout abandonner pour devenir faucheur. Ou on peut avoir un peu, vu qu'on est encore dans du médiéval, avoir un personnage qui est noble, donc qui était destiné à régner sur un duché, etc. Et qui se retrouve... non, finalement, tu vas aller tuer des gens. Oui, il y a un côté très fataliste et très poussé par le destin, quoi. Tout à fait. C'est tout le jeu est orienté autour de la destinée et justement des tirages de cartes, etc. Avec la mécanique qui est vraiment orientée, l'esprit du jeu est orienté autour de ça. Du coup, tu parlais tout à l'heure des différents aspects du dieu Thanatos. J'imagine que ces différents aspects, tu les choisis aussi quand tu crées ton personnage, un peu comme des classes ou Pas c'est du tout tout. faux? Tu les tires, c'est au hasard. C'est le destin. Ah, tu les choisis pas. En fait, du coup, les 4 aspects sont par rapport aux 4 couleurs du tirage de cartes. Et en fait, si jamais tu as tiré plus de trèfle, tu seras plus sur l'aspect nature de Thanatos, donc les cycles de la vie, la naissance, la mort, etc. Si jamais tu as plus de piques, tu seras sur l'aspect plus nihiliste du dieu. Si tu es sur du carreau, tu seras sur l'aspect plus guerrier, etc. Et en fait, même là aussi, au final, tu as assez peu de contrôle. C'est toi tu vas avoir... ton tirage va te donner des pistes d'éléments clés, va te donner vraiment des événements qui auraient pu être liés. Et après, ça va être à toi de créer ton canevas, ton histoire par rapport à ces différents événements que tu auras tirés au fur et à mesure. Tu as dit que on était dans un monde avec les débuts de la chrétienté, du catholicisme, et par ailleurs cette divinité païenne qui est présente. Est-ce que le conflit entre la religion monothéiste et les anciennes divinités et croyances païennes fait partie des thèmes centraux du jeu? Ou pas du tout? Alors, c'est assez présent. En fait, basiquement, on est dans un monde où les gens savent que les morts vivants existent un petit peu pour donner une ordre d'échelle. Tout le monde n'en a pas rencontré, mais tout le monde connaît quelqu'un qui en a rencontré. Donc on va dire que les faucheurs sont une nécessité, ce qui fait que les prêtres, selon leur niveau de zèle, ne vont pas être extrêmement combatifs contre les faucheurs. Cela dit, ils vont essayer un peu de les décrédibiliser, voire beaucoup. Et éventuellement, s'ils ont besoin de leur service, ils vont faire ça sous le manteau, en catimini. Bon, après, bien sûr, faut imaginer que le christianisme est devenu la religion dominante depuis une 50aine d'années environ. Donc, selon aussi si on est plus près d'une grosse ville ou qu'on est au contraire dans un petit village, les aspects peuvent changer. Et est-ce que le fait de renier ce destin, ça fait partie des thèmes du jeu? Alors, c'est très compliqué parce que, en fait, Thanatos s'est allié avec ce qu'on appelle le Seigneur des Bêtes, enfin les Seigneurs des Bêtes, donc ça va être tout ce qui va être le royaume, la nature, les animaux, etc. Et automatiquement, lorsqu'un personnage devient faucheur, il va avoir un animal totem qui va lui être lié, qui va le suivre en permanence, qui pourra l'aider
mais qui va également lui servir un petit peu de garde-fou, voire de délateur. Donc en fait, on a cet animal qui va s'assurer que le faucheur n'abuse pas de ses pouvoirs. Et au cas où ça arriverait, le faucheur pourrait se retrouver confronté au tribunal des animaux. Donc en fait, il y a une espèce de plan astral qui est en parallèle avec la réalité, dans lequel il a des pouvoirs qui vont être très très limités, et où il va se retrouver là. Et par contre, l'animal a également la capacité de transmettre des émotions et des choses comme ça au personnage. Donc si jamais le personnage va chercher à s'enfuir, à échapper à son destin, déjà son animal totem risque de lui envoyer un gros paquet d'émotions dans ce sens-là. Et surtout, l'autre problème qu'on va avoir, c'est qu'à partir du moment où on est touché, qu'on a les dons de Thanatos, on devient un chasseur, mais on devient également une proie pour tout ce qui va être les créatures mort-vivantes. Donc si à un moment on refuse de devenir un chasseur, on devient juste une proie. Et forcément, c'est pas... C'est intéressant ce côté animal totem. Ça sert un peu du coup à arbitrer aussi les personnages, quoi. C'est pas mal. Et c'est assez bien géré dans le jeu parce qu'en fait, l'animal totem ne t'est pas, c'est pas, t'arrives et c'est bon, c'est ton poupougne et il va te suivre aveuglément. Va falloir lui aussi que tu lui prouves que tu es digne de confiance, etc. Sachant que tu peux communiquer avec ton animal sur une distance infinie parce que c'est ton animal à toi. Par contre, ça reste un animal, il ne peut pas te parler, il peut répondre à des ordres comme un chien au final. Donc voilà, il n'y a pas une conscience dans le sens habituel du terme. Et bon, voilà, c'est pas vraiment bonus, ça reste un animal, mais il va juger tout ce que tu fais, avec une vision très animale. Et également, chaque lieu que tu peux croiser va avoir un seigneur des animaux qui peut être plus ou moins en accord avec ce que tu fais, etc., etc. Ouais, du coup, c'est un peu un jeu où tu joues que des paladins, quoi. Pas un peu, mais pas forcément parce que t'es pas là pour non plus pour pousser les gens à croire en ce que tu crois, ce qui est quand même un petit peu le cadre d'un paladin. Mais c'est vrai que t'es un peu poussé à jouer dans la bonne direction et à ne pas abuser de tes capacités parce que sinon ça va te retomber dessus. Et un petit peu de la même façon, comme je disais, si jamais on conserve des figures et ça fait qu'on a des gens qu'on doit tuer qui rentrent dans la liste, si jamais on commence à en accumuler trop, on perd nos pouvoirs parce qu'on a une trop grosse dette envers Thanatos et on est obligé de régler barrer les noms sur la liste des gens qui doivent mourir. Que le jeu précise ce qui arrive aux âmes libérées une fois que les personnes ont été tuées, dans la mesure où il y a une notion d'au-delà, j'imagine. Vu la thématique, c'est probable. Alors tout à fait. Il y a basiquement, selon la mythologie de Thanatos, c'est un espèce de grand cycle. Donc les âmes sont libérées pour retourner pour être redistillées en tant qu'âme et retourner et continuer comme ça. Et justement, le fait d'avoir des âmes qui sont bloquées et avec des morts vivants et va à l'encontre de ça. Et déséquilibre un peu la balance. Donc ça fait que c'est quelque chose qui doit être réglé. Donc c'est également un problème qui peut être assez central étant donné que ça va à l'encontre du fait que l'âme est immortelle et qu'on va aller au paradis une fois mort. Est-ce qu'il y a des grands méchants dans ce jeu? Parce que les morts-vivants, est-ce qu'ils viennent de nulle part? Est-ce que c'est des nécromanciens? Est-ce que c'est autre chose? Effectivement, il y a des grands méchants qui font partie du lore du jeu, qui sont normalement à découvrir. De la même façon qu'il y a 4 facettes de Thanatos, il y a 4 grandes formes, 4 grands chefs des méchants qui règnent en grosse partie sur leur royaume dans l'espèce de plan astral et qui sont un petit peu vraiment des miroirs déformés des facettes de Thanatos qui singent beaucoup ce que lui fait et qui ont leur propre agenda, sachant que autant les faucheurs n'ont pas forcément une compréhension de ce qui leur arrive, ils savent qu'ils sont devenus faucheurs, mais ils n'ont pas l'explication de Thanatos, etc. Ça va être à eux de faire la démarche, de rentrer on va dire, dans la secte des faucheurs et de comprendre ce qui se passe. C'est également vrai pour les morts-vivants. Il y a beaucoup de morts-vivants qui sont complètement inconscients de leur nature, de pourquoi ils sont morts-vivants, etc.
Sachant qu'après, oui, on retrouve bien sûr tous les classiques de l'horreur gothique, donc le nécromancien en quête d'immortalité, le vampire, le zombie décérébré, le fantôme en quête de vengeance, et etc., etc. Et un petit peu, là aussi, comme dans The Witcher, réussir à comprendre pourquoi un mort-vivant est mort-vivant aide énormément à le combattre. Sachant que ça aussi, c'est une des mécaniques que j'ai trouvé assez intéressante dans le jeu. Toutes les actions génèrent de la fatigue, tout simplement. Voilà, combattre, c'est épuisant, et sur le long terme, on peut pas combattre pendant 12 heures, sauf dans les films. Et quand on combat des ennemis morts-vivants, c'est un problème. Du coup, plus le combat est long et plus t'es désavantagé, c'est ça? En fait, ouais, c'est au bout d'un moment, tu vas être littéralement épuisé, t'arriveras plus à te donner de coups, t'arriveras à peine à te défendre. Donc, il est nécessaire de comprendre comment abattre l'adversaire. Alors après, j'ai envie de dire, sur un petit zombie, généralement, se taper suffisamment fort, ça fonctionne, mais c'est pas toujours le cas. C'est un jeu qui demande quand même pas mal de stratégie, quoi. En soi, c'est pas tant de la stratégie, c'est vraiment là aussi, encore une fois, je trouve que ça se reproche pas mal de The Witcher. Faut juste pas y aller comme foncer dans le tas, c'est pas une bonne idée. Faut y aller préparé, faut avoir ses potions, faut comprendre la menace pour pouvoir y faire face. C'est dans le test, c'est pas une bonne idée, mais à la fin, on gagne quand même des XP. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a une campagne officielle ou des scénarios officiels, ou est-ce que c'est à toi de faire ta tambouille? Alors, pas du tout. C'est à toi de faire ta tambouille. Cela dit, j'ai trouvé le système très bien écrit. En fait, il propose de générer un terrain de chasse. Donc, basiquement, c'est une espèce de bac à sable. Sauf que le jeu te guide énormément sur comment faire ton bac à sable. En fait, ça commence par une création de personnage. Une création de personnage qui est d'ailleurs assez velue. Faut compter bien 40 minutes. Et en fait, c'est une création de personnage d'un grand méchant. On va créer vraiment toute la menace, qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il en est là, vers où il veut aller, quelle zone il contrôle. On va créer 2 menaces en parallèle, et avec chacun du coup leur agenda complet de ils sont dans cette région, ils veulent faire ça, ils vont sûrement ils vont aller là, si le temps passe, il va se passer ça, si le temps passe, il va se passer ça. Et en fait, à partir de là, on lâche les joueurs là-dedans, et puis ça sera à eux de voir avec la population, essayer de comprendre les indices, etc., pour neutraliser les deux, une seule, etc. Donc il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de campagne, mais par contre, il y a ce système de création de setting qui est particulièrement bien foutu, et je pense même qu'à l'occasion, si je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, parce que c'est rare que je l'ai trouvé une création de setting de bac à sable aussi bien faite. Tu penses qu'on peut l'adapter à d'autres jeux, du coup, cette partie bac à sable, ou c'est vraiment très spécifique On peut à Thanatos? sans aucun doute l'adapter à d'autres jeux. C'est vrai que du coup là, la création de personnages est extrêmement bien foutue, vu que on a tout ce tirage qui va raconter l'histoire complète du personnage, et pas juste j'ai un grand méchant, il veut faire ça. Non, c'est voilà, quand il était jeune, il lui arrivait ça, il lui arrivait ça, il lui arrivait ça. En fait, on a vraiment tout le parcours, toute la genèse des méchants, et avoir ça pour un bac à sable, c'est souvent ça qui fait les grandes campagnes. Se rend compte que finalement, le grand méchant, je comprends ses buts, je comprends pourquoi il m'a marqué. Voire à un moment, quand je l'affrontais, je me suis dit, peut-être il a pas si tort que ça. Est-ce que le monde dans lequel on évolue, c'est vraiment le nôtre avec cette divinité et cette dimension en plus, ou est-ce que c'est un monde imaginaire qui fait un peu penser à l'Europe médiévale? C'est très, très Europe médiévale, France-Allemagne. Les noms ne sont pas exactement justes, mais sinon on est vraiment dans ce système féodal. Il n'y a pas de on est en plus vraiment sur cette période charnière où avec les croyances pour les petits villages, les trucs qui commencent à se généraliser. Donc non, on est vraiment sur du très très classique, avec l'ajout de quelques créatures mort-vivantes, bien sûr. Mais sinon, non, on n'est pas du tout dépaysé lorsqu'on arrive dans l'univers de Thanatos. Je voulais juste poser la question, est-ce qu'il y a d'autres divinités païennes
qui ont une importance dans le monde, alors qu'ils ne sont pas forcément des grands méchants, qui peuvent correspondre à d'autres aspects, d'autres concepts, et dont on est amené à côtoyer des envoyés ou des choses comme ça. Eh bien, malheureusement, non, justement. Il s'est expliqué un petit peu au début du livre. Thanatos est le dernier survivant des dieux païens. Donc, ça s'est évoqué, mais non, on ne croisera pas d'autres dieux. On ne croisera pas non plus d'autres divinités du panthéon chrétien, ni des apôtres, ni des saints. Voilà. Les seules sources vraiment réelles de religion viennent de là. Vous avez évoqué le dieu des bêtes. Tout à fait. En fait, c'est pas vraiment des dieux des bêtes, c'est des seigneurs des bêtes. Ça va être des micro-divinités locales pour les animaux. Donc on va avoir le seigneur des faucons, le seigneur des ours, etc. Avec chacun leur territoire. Donc plein de territoires sur la carte. Avec cette zone-là, ce territoire de chasse, c'est la zone des ours. Les autres zones d'animaux ont le droit d'y aller, mais c'est fait partie du territoire des ours, etc. Et donc forcément, vu qu'on a notre famille avec nous, on peut avoir à interagir avec eux. Et si on passe devant le tribunal des animaux, ça va dépendre aussi beaucoup de l'endroit où on est. Voir si on part de façon complètement rogue et que il est possible que les animaux nous tentent des embuscades. Et donc ça va sûrement être du côté d'un seigneur des bêtes plutôt puissant de ce côté-là. Il n'y a pas d'animaux morts-vivants. Ou en tout cas, j'en ai pas vu. Mais il y en a peut-être. J'avoue que j'ai pas lu tout le bestiaire parce que c'était pas la partie la plus intéressante du livre. Moi, je demandais juste s'il y avait des extensions. Non, il n'y a pas d'extension, ou en tout cas pas que je connaisse. Sachant que voilà, c'est un jeu qui est en print on demand, qui a été écrit par quelqu'un. Je recherche le nom. JYP, je ne sais pas qui c'est, je suis désolé, je n'ai plus retenu le nom, je l'ai su il y a quelques mois. Mais en tout cas, j'ai énormément apprécié ce jeu et je ne saurais que trop le recommander. Et j'ai très hâte de le faire jouer. Parce que mon setting est fait. Le seul bémol que j'ai vraiment à ce jeu, c'est que la création de perso, c'est un tirage, un vrai tirage de tarot, que ça prend à peu près 40 minutes et qu'on peut pas le faire en groupe, c'est une personne par une personne. Et que venir avec des pré-tirés, on perd beaucoup de l'impact parce que dire ton personnage il était prêtre et maintenant il est faucheur, tu fais d'accord. Voilà, si t'as pris 40 minutes à écrire son histoire, et c'est pas la même. Mais bon. Donc voilà, c'est un jeu qui est prévu pour de la campagne. Est-ce que... Ouais, j'ai une dernière question du coup, mais que j'ai eu que maintenant parce que tu m'as parlé on fait la création de chacun dans son coin. Il n'y a pas des liens entre les différents faucheurs. Il n'y a pas des liens. Il n'y a pas. Il y a une espèce vraiment plusieurs individualités quoi. Qui se forment. On va dire qu'ils se reconnaissent les uns entre eux, enfin plus ou moins. Il y a une notion de, il y a une culture du tatouage chez les faucheurs, justement pour se reconnaître les uns les autres. Donc selon ton niveau de fanatisme direct sur la gueule ou au contraire le petit tatouage sur le poignet que tu fais remonter pour dire que voilà, tu fais partie d'eux. Mais non, il n'y a pas d'organisation en tant que telle. C'est aussi les débuts de l'écriture, donc il y a certains faucheurs qui ont commencé à essayer d'écrire des livres de chasse pour aider les générations futures, parce que être faucheur, malheureusement c'est une vie qui peut être assez courte, et histoire de donner des informations sur comment combattre les différentes créatures. Clairement une grosse inspiration sorceleur du coup. Énormément. C'est rigolo parce que du coup, est-ce que, au vu de ce que tu as présenté, au vu de ce qu'on a parlé, moi qui suis grand fan de Witcher et qui fait beaucoup jouer à Witcher, en fin de compte, j'ai l'impression que c'est peut-être meilleur que le jeu The Witcher officiel, quoi. Pour avoir lu les deux, pour moi, ça ne fait aucun doute. Cela dit, c'est pas forcément pour le même type de public, étant donné que là, The Witcher, on est vraiment sur de la chasse de monstres. Dans Thanatos, on a quand même une très grosse notion autour de la destinée. On est sur un jeu avec beaucoup de choses à découvrir, parce qu'il n'est pas forcément un jeu secret. C'est plus des choses à comprendre, des choses qui sont vraiment... Voilà, comprendre comment combattre le monstre, ça fait partie intégrante du jeu et ça fait partie du fun du jeu. Et surtout, ouais, on a toute cette notion de lorsque tu fais une action, pas dire je lui mets un coup parce que je lui mets un coup, mais regarder la signification de la carte qu'on a tirée, le sens de la carte qu'on a tirée et essayer de justifier, trouver toute la symbolique derrière l'action.
et pas juste faire l'action pour faire l'action. Donc Non, c'est, non, je pense dirais qu'on que c'est est un Witcher pour les plus narrativistes d'entre nous. ouais, c'est un Witcher pour ceux qui ont aimé les romans, quoi, surtout. Ouais. Parce que le jeu de rôle emprunte beaucoup trop aux jeux vidéo et pour avoir pratiqué les 2, du coup, tu as une vraie différence de traitement qui aurait dû être faite. Mais bon, après, c'est une histoire de droit et d'américain, c'est compliqué. Mais je suis assez d'accord avec cette posture-là. Du coup, est-ce qu'il y a une dernière des dernières ou est-ce qu'on est bon pour Thanatos et qu'on passe au suivant? Bah écoute, c'est pas grave, hein. Du coup, je pense que c'est vraiment la cue pour lancer Simon. Simon, c'est à toi. Super. Bah écoute, moi tu m'as dit de venir avec un jeu suédois. Donc je viens avec un jeu suédois. Ouais, il y en a certains qui ont eu des tips un peu plus compliqués au niveau des règles. Et du coup, bon, je triche un peu hein, parce que c'est un jeu que je connais bien et qui s'appelle Toi qui, comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif est entré. C'est la traduction et l'adaptation en VF d'un jeu suédois qui s'appelle attention prononciation extraordinaire, Svart Avekval Vit Avlust, qui est un jeu de vampire dans lequel on fait la part belle au drame et au côté bestial, ou en tout cas la bête des vampires. Donc c'est une belle alternative, je trouve, à Vampire. Et voilà. Je vous montre le bouquin qui ressemble à ça. Ah, c'est beau. Et il coûte Voilà. combien? Il est en PDF sur itch.io, il est en payez ce que vous voulez. Et en papier sur Lulu, il est à 20 quelque chose. Mais il est à prix coûtant. Alors forcément, ça me rappelle un autre jeu qui est un postulat un petit peu proche, qui a été écrit par un autre auteur et une autre autrice qu'on apprécie assez sur sa chaîne. Donc du coup, pourquoi préférer jouer comme un coup de comme qui plutôt qu'à damner? Alors ouais, pourquoi préférer ce jeu à damner? Parce que la manière dont on gère la bête. Alors ici dans ce livre-là, dans ce jeu-là, ça s'appelle le diable, et géré de manière très très différente. Les deux jeux sont très très similaires de toute façon. C'est ah oui, du coup, peut-être pour rappeler un peu le contexte, il est écrit par Simon Peterson, un auteur suédois que j'ai eu la chance de rencontrer. On a discuté, on est tombé sur le fameux « Oh, mais en fait, tu t'appelles Simon et t'as écrit un jeu de vampire alternatif, sans MJ, tout ça, bref. » Et il se trouve que du coup, c'est moi qui ai fait l'adaptation en VF de son jeu. Je suis pas tout seul. Il y a notamment Mathieu B qui a participé à la traduction initiale. Et en discutant, donc, on s'est rendu compte de notre manière d'approcher la bête, le diable, qui est assez différente. Donc, dans Damné, c'est toi qui gères ta bête. Lorsque tu sens que les émotions de ton personnage peuvent reprendre le dessus, tu prends un jeton, etc. La grosse spécificité de toi qui, c'est que le diable est incarné par un autre joueur. En fait, donc c'est un jeu sans MJ. Lorsque tu joues une scène, un joueur qui n'est pas dans la scène peut décider de jouer ton diable. Donc il vient se poser derrière toi et il va te murmurer des trucs. Il va avoir une conversation avec toi. Voilà. Donc c'est la grosse différence, quoi. C'est si tu veux vraiment éprouver la physicalité et la corporalité de ta bête, il faut jouer à ce jeu. Ça marche très bien en virtuel aussi. Puisqu'en virtuel, tout le monde, sauf le joueur dont le personnage est au centre de la scène, mute le diable. Ce qui fait que en plus, on n'entend pas ce que le diable te dit, quoi. Ça donne des scènes très très schizo, c'est très très sympa. C'est stylé de ouf. Du coup, on est sur un jeu avec des et scénarios. Toute la mécanique, du coup, tourne autour de l'idée. Non, absolument pas. C'est en fait
tout est libre, dans le sens où tu définis ton univers avant de commencer, et tu définis une carte des relations avant de commencer. Alors il y a des règles pour définir la carte des relations, et ensuite, parce que dans le processus de création de la carte des relations, il y a des points de tension, de friction, et en fait tu vas juste jouer ta carte de relation. C'est exactement le même principe que d'année, quoi. Tu crées ta carte de relation et tu tends les relations, et c'est parti, on joue, et il va forcément se passer des trucs parce que on joue des vampires, et le diable a une voix qui fait que il peut te donner des ordres, et voilà, ça part très très vite en drame, quoi, en drama. Moi, j'ai une question, du coup, c'est est-ce que Simon Peterson va traduire damné en suédois? Ah bah, très bonne question, je lui Comme demanderai ça si tu serait veux. hyper intéressant, ça fait un putain d'échange européen dans le Ça serait monde super chouette, ouais. alternatif. Bah écoute, à Donc, du voir. Pourquoi pas. Il aura beaucoup plus de boulot que moi parce que le jeu, là, il fait 80 pages. Et il fait 80 pages très très richement illustrées, quoi. Si je vous montre à quoi ressemble une page, ça ressemble à ça, quoi. C'est des trucs qui ressemblent à ça. Hop. Donc c'est 80 pages, quasiment 90 pages, mais ouais, c'est bon, ouais. très très richement illustré, quoi. Et du coup, c'est Voilà, quoi voilà. qui m'autorise la partie? C'est juste c'est quoi qui m'autorise, ouais, qui lance la partie, qui tient la partie? C'est comme dans Alors qu'est-ce qui tient la partie? Pour moi, il y a deux choses. Il y a le canevas que tu crées au départ. Donc quand tu crées ton canevas au départ, t'as des règles qui disent que voilà, chaque personnage doit avoir une relation positive forte, une relation négative forte. Et on essaye de faire en sorte que les personnages dans ta carte de relation ont des relations intéressantes, peut-être en triangle, ou peut-être que certains veulent quelque chose mais qui ne peuvent pas le donner, etc. En fait, tu as toute une procédure pour créer une carte de relation intéressante. Donc ça tient un peu ton, ton cadre. Et le deuxième truc qui tient la partie, c'est le fait que le diable peut donner des ordres à tout moment au personnage, qui est le centre de l'attention d'une scène, et le personnage peut refuser. Si le personnage refuse, il prend un jeton, et plus tard, lorsque le personnage va vouloir faire appel à son diable, parce que comme dans tous les jeux de vampires, quand tu fais appel à ta bête, tu es beaucoup plus fort. Si tu as eu un jeton, si tu as pris un jeton, si tu as déjà refusé quelque chose au diable, le diable peut refuser de te donner en échange ses pouvoirs, quoi. Donc tout le jeu tourne autour de ça, quand accepter, quand refuser. Voilà. Et il y a une autre mécanique, sans rentrer dans les détails, c'est le fait que les conflits les résultats des conflits sont connus à l'avance. Il y a une échelle de prédation qui dit qui gagne les conflits. Et donc, tu sais à tout moment où tu te places sur cette échelle. Et donc, du coup, tout le jeu, c'est de savoir quand accepter le diable, quand le refuser, pour qu'au bon moment, tu puisses faire ce que tu veux ou pas, en fait. Ou au contraire, faire du play Toulouse à fond, lâcher ton diable au pire moment parce que c'est tellement plus dramatique. Et voilà. Comme en fait, tout est. L'échelle de prédation est connue de tous, tu sais exactement quand tu gagnes, tu sais exactement quand tu perds, sous quelle modalité. Et donc là, du coup, tu peux te donner à cœur joie pour faire du jeu esthétique, quoi. Ouais, c'est cool. Mécaniquement, en dehors des jetons, on a besoin de quoi? Absolument rien. Et, en termes de matériel, tu as besoin de rien, juste peut-être une photocopie de l'échelle de prédation et des jetons. Il y a une variante très cool qui remplace les jetons par des bougies, où tu souffles des bougies lorsque tu refuses. Enfin, bref. À part ça, non, il y a besoin de rien. Et ça se joue bien en campagne aussi, du coup. Donc si tu joues en campagne, il faut prévoir un truc genre une grande feuille A3, quoi, sur lequel tu complètes ta carte des relations et qui, au fur et à mesure des parties, va se compléter. Et donc, du coup, tu auras toujours ta grande feuille A3 sur laquelle il y a toute ta carte de relations, quoi.
Du coup, la carte des relations, ça va être. On va la faire ensemble en début de la partie où il va y avoir Tout à fait, ouais. quand même Donc on n'a pas une phase de préparation pour les joueurs. Enfin, pour Non, un y a joueur pas ou un pseudo MJ. Non, il n'y a pas de MJ, donc on crée tout à l'avance. En général, la personne qui amène le jeu fait un peu le facilitateur, donc on peut, en général, si on veut gagner un peu de temps et pas faire une séance de création pure, on peut se mettre d'accord à l'avance, mais la création de l'univers et du canevas fait partie du jeu, quoi. Comme ça, tu te mets vraiment d'accord sur l'esthétique et les règles qui régissent l'univers ainsi que le canevas. Mais ça peut être des choses qui sont très très rapides. La création d'univers, il suffit de se mettre d'accord sur une esthétique, quoi. Et ensuite, voilà, la création des personnages. Le mieux, c'est de, enfin, je pense, le mieux, c'est de le faire en live, quoi. Ça peut prendre entre 1 heure et 2 heures, quoi. Et ça permet un peu de sentir les relations secrètes, quoi. Il n'y a absolument pas besoin de préparation. Tu peux arriver avec les mains dans les poches et ça marche très très bien. Si on est très 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 pressé de jouer, est-ce que le livre propose un canevas déjà fait? Il y a des exemples, mais il n'y a pas de canevas déjà fait, non. Malheureusement, non. Néanmoins, je pense que tous les canevas de damnés fonctionnent pour Toiki. Je pense que j'en suis. Enfin, je mettrai pas ma main à couper, mais presque. Voilà. Donc oui, du coup oui, aller chercher du côté de damnés. Il y a des extensions à part d'années. Non, il n'y a pas d'extension. Et je pense pas que Simon en ait prévu. Vu qu'on est sur un jeu qui est très alternatif, si on est quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à ce genre de jeu, les jeux de storytelling et autres, est-ce que c'est quand même accessible ou est-ce que ça reste compliqué? Je pense notamment à Dané, si on n'a jamais fait d'alternative, ça reste particulièrement compliqué à maîtriser et ça peut être un peu intimidant à jouer. Je pense que oui. Enfin, la difficulté pour moi vient du dosage du diable en fait. Parce que toute la dynamique de la partie repose sur ça, quoi. Sur le diable, ce qui t'ordonne, quand est-ce que tu souhaites l'ignorer et quand est-ce que c'est le bon moment pour faire une partie chouette, quoi, de refuser ou de lâcher le diable, etc. Ça demande un peu de doigté. Je pense que c'est pas aussi facile à prendre en main que d'autres jeux alternatifs, quoi. Je pense que tu t'en tireras mieux, beaucoup mieux si tu proposes un fiasco que ce genre de jeu. D'ailleurs, idéalement, ça joue à combien de personnes? Et ben, à 4, 5, c'est très très bien. Je pense qu'à 2, c'est pas fou. Parce que du coup, tu dois assumer le rôle de beaucoup de personnages. Ah oui, un autre truc que j'ai pas dit, c'est tu crées les personnages de ta carte des relations avant de choisir quel personnage tu as envie de jouer. Et donc potentiellement, tu peux jouer un personnage que quelqu'un d'autre a créé, et potentiellement, tu peux jouer plusieurs personnages si tu en as envie. Donc voilà. Et du coup, quand tu joues à 2, tu finis par assumer beaucoup de rôles. Et je pense que tu peux monter jusqu'à 5, 6. J'ai jamais essayé à plus. Du coup, vu qu'on est sur un setup qui est quand même un peu dans la mentalité Vampire la Mascarade, c'est prévu pour être joué dans un setting moderne, mais c'est jouable sur n'importe quel type d'univers. Ouais, tu peux jouer dans l'univers que tu veux, tu te mets d'accord en début de partie. Si tu as envie de jouer dans un setting type Monde des Ténèbres, ça marche très très bien, quoi. Mais c'est pas une obligation, c'est pas une obligation du tout. C'est vraiment un jeu qui est centré sur les personnages, sur la carte des relations, quoi. T'as pas besoin de connaître de lore ou d'éléments d'univers très très détaillés pour jouer. Ce qui est vraiment important, c'est la carte des relations, le setting, quoi. En dehors du fait qu'il y a un diable qui communique avec eux, est-ce que les personnages sont définis par quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les lie? Donc je pense notamment à Alors les Dané, le fait qu'on personnages, était ouais. immortel.
Alors, dans ce jeu, tu n'es pas obligé de jouer un vampire déjà. Tu peux jouer des mortels, et ça marche très bien, il y a des règles spécifiques pour les mortels. Tu peux jouer des chasseurs de vampires aussi. Et c'est vraiment ça qui est sympa. Donc le vampire, il est défini par son diable. Le chasseur de vampires, il est défini par une souffrance qui fait qui le pousse à chasser les vampires et qui le pousse à avoir qui lui procure des pouvoirs particuliers. Et le mortel est défini par sa capacité à émouvoir les vampires. Voilà. À part ça, ton personnage est défini par ses relations. Voilà. Il n'y a pas de caractéristiques intrinsèques au personnage ou ce genre de choses. Tu es vraiment défini par ta nature et les relations que tu entretiens avec les autres. Je suppose du coup que ces relations, elles sont pas forcément, on va dire, définitives. On peut être un vampire et être ami avec un chasseur de vampires si les Tout à fait, circonstances. tout à fait. Ah oui, tout à fait, ouais. Ah oui, du coup, tu as des situations vraiment intéressantes ou tendues. Où tu peux jouer un vampire qui est un vieil ami d'un chasseur, qui du coup forme quelqu'un, qui est le mentor de quelqu'un qui va vouloir tuer un vampire qui est en fait ton ami. Enfin, du coup, t'es vraiment parti dans. Enfin, c'est vraiment ce genre de jeu-là, quoi. T'es vraiment parti en mode drama. Et c'est ça qui est intéressant, justement, quoi. Et est-ce que du coup il y a un moment où ça craque, où le diable prend le dessus, ou est-ce que... Et un peu aussi, qu'est-ce qui Ouais, va bien sûr. définir la fin de la partie? En dehors du fait que Alors, là on a... la fin de la partie, elle se définit par par consensus, quoi. Quand on a envie de s'arrêter, on s'arrête. Quand on juge que l'histoire qu'on a créée est belle, bonne et c'est une bonne fin, on s'arrête. Voilà. Euh, Est-ce que ça craque? Oui, ça craque et il faut que ça craque. Sinon, c'est pas intéressant. C'est même ça qui est cool à jouer, quoi. C'est les moments où tu perds le contrôle, où tu demandes à la bête de t'aider, qu'elle accepte que tu lâches le contrôle. Du coup, quand tu lâches le diable, quand tu libères le diable, tu n'as plus contrôle sur ton personnage. Et c'est ces moments-là qui sont jouissifs, parce que si tu le fais à des moments intéressants dans l'histoire, quand tu le fais au bon moment, ça fait tout casser. Et c'est vraiment ça qui est cool, quoi. C'est vraiment un jeu dans lequel tu passes du temps à établir des relations, etc. Et il y a un côté jouissif à soit les voir, à faire le chien dans le jeu de quilles, quoi, un peu. Pour le système de relation, je me demandais, est-ce qu'on peut jouer plusieurs personnages? Parce que... Oui. Tout à fait, ouais. Est-ce Tu peux qu'un jouer même plusieurs personnage personnages. peut être joué par différentes personnes selon les scènes? Rien ne l'empêche, mais c'est pas forcément conseillé. C'est pas forcément conseillé. Le truc qui marche le mieux, néanmoins, c'est tu joues un personnage et le même personnage pendant toute la partie. Ça, c'est vraiment ce qui marche le mieux, quoi. Un personnage par joueur, éventuellement quelques figurants qui peuvent se passer, mais c'est vraiment ce qui marche le mieux. Par contre, t'as pas de joueur qui est ton diable de manière attitrée, quoi. Tu peux avoir plusieurs personnages, enfin plusieurs joueurs qui jouent ton diable, ce qui fait que du coup t'as aussi cette impression de diable à plusieurs facettes, quoi, plusieurs personnalités qui te parlent, et c'est super cool comme setup. Est-ce que de même qu'un autre joueur peut jouer le diable de son personnage, imaginons que l'on joue un chasseur de vampires qui a donc une souffrance, est-ce que cette souffrance peut être, comment dire? Incarné par les autres joueurs qui ne vont pas lui donner une personnalité, mais qui vont dire à certains moments clés comment cette souffrance va se manifester au sein du joueur. Tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. En fait, quand tu n'es pas dans la scène, tu peux jouer tu peux jouer tout ce qui est élément de décor, tu peux jouer tout, enfin, ce qui est dans le jeu appelé le sublime. Donc, tu peux en fait prendre la parole pour sublimer un élément et
les manifestations des souffrances des chasseurs font partie des choses qui sont sous ton contrôle tant que tu joues pas un personnage qui est dans la scène, quoi. C'est rigolo parce qu'à l'écoute comme ça, on dirait qu'un peu qu'on est à mi-chemin aussi de Dragonfly Motel du coup. Ou Ouais. Alors il y a peut-être pas le côté mindfuck, saut dans le temps, flash forward et tout ouais, mais t'as de Dragonfly Motel. tout le côté narration par le décor et tout ça aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est sur cet aspect-là, je suis d'accord. Ouais, tout à fait. Puis t'as l'aspect tranche de vie, parce qu'au final, voilà, c'est pas, tu pars pas en quête. Voilà. Ah non, c'est vraiment des jeux enfin c'est vraiment un jeu qui est centré sur le personnage. Souvent c'est des huis clos, c'est ce qui marche vraiment bien, quoi. Alors tranche de vie un peu spéciale, quoi, mais oui. Parce que j'imagine que c'est pas tous les jours que vous avez un diable qui vous parle à votre oreille. J'ai beaucoup aimé la description, j'ai beaucoup aimé le concept, mais c'est tellement atypique, tellement différent, en fait, tellement différent de ce que j'ai l'habitude de jouer que j'ai en même temps aucune question, enfin plein de questions à poser et aucune que j'arrive à verbaliser. Donc, il faudrait vraiment que je vois et que je joue. Ça me fait très envie. Achète le jeu sur Lulu. On a Alors, parlé du diable pour le vampire. Il y a le chasseur de vampires qui a la souffrance. Tu as évoqué le mortel qui avait la capacité de Capacité provoquer des émotions émotionnelle. chez le vampire. Enfin, ça paraît différent des deux autres qui sont un peu des moteurs qui peuvent affecter le personnage lui-même. Tandis que là, du coup, le mortel, il va plutôt affecter un autre personnage. tout à fait, ouais. C'est pas tout à fait la même posture. C'est presque une posture réactive, si tu veux. En fait, à tout moment, enfin, lors d'un conflit, disons, le mortel peut déclencher une scène. Alors, dans le livre, c'est. J'ai mangé le nom du truc. Évidemment, j'ai mangé le nom du truc. Ça s'appelle un moment de beauté fragile. Et lorsque un mortel déclenche un moment de beauté fragile, tous les diables doivent se taire. Voilà. Donc c'est une dynamique plutôt réactive et plutôt protectrice, quoi. La justification narrative, si tu veux, de ce pouvoir, c'est que les vampires sont tellement réceptifs aux émotions, tellement réceptifs à l'esthétique. Faut imaginer des vampires comme Lestat, par exemple, ou Armand, dans les chroniques des vampires de Anne Rice, où en fait un mortel, parce que il est tel qu'il est, peut faire ressortir toute l'humanité d'un vampire, quoi. Donc ça, c'est des gros moments de temps suspendu qui se passent lorsque un mortel décide de décrire des moments de beauté fragile, où d'un coup c'est comme si le temps s'arrêtait. Et là, les diables n'ont plus le droit de parler alors qu'ils, voilà, ils ont envie qu'il se passe des trucs. Et voilà, pendant un bref moment, les vampires reprennent toute leur humanité, tout le contrôle, et il se passe des trucs super chouettes aussi pendant ces moments-là. Voilà. Donc, les Par mortels contre, sont des sortes de catalyseurs de anti-diable, quoi, si vous voulez. du coup, on peut pas jouer tous mortels, sinon je suppose que le jeu ne marche Bah, plus. sinon, il n'y a pas trop d'intérêt de jouer à un jeu de vampire. Mais ouais, non, c'est pas fait pour qu'on soit tous mortels. Parce que est-ce que le jeu encourage vraiment à ce que les joueurs soient dans les 3 factions différentes ou est-ce que, il encourage plutôt à ce que tous les joueurs incarnent des vampires? Non, vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Le jeu en encourage aucune direction en particulier. Mais bon, moi, le conseil que je peux vous donner si jamais vous jouez au jeu, c'est vraiment qu'il y ait un personnage de chaque type, quoi. Ça permet de varier un peu les plaisirs.
en sachant que s'il n'y a que des vampires, le jeu tourne très très bien. Juste un truc par rapport à ce qu'a dit Adrien, achetez pas le livre, prenez-le sur Lulu, pas sur Lulu, sur Itch, prenez le PDF et tout. Le livre, de toute façon, il est à prix coûtant, donc tout ce que vous allez faire, c'est donner de la thune à Lulu et à l'imprimeur éventuellement. Mais prenez le PDF sur Itch, et si vraiment ça vous plaît et que vous voulez avoir le produit à la maison, achetez-le sur Lulu. Mais voilà. Et Je du coup, tiens il est quand sur même Itch à en quoi? nuancer ce que Il tu est à as dit, combien? Adrien. Il est à Comment? combien sur Itch? Il est gratuit. Il est gratuit ou en payer ce que vous voulez? Parce que c'est pas pareil. Il est en payer ce que Ouais. vous voulez. Il est en payer ce que vous voulez. Mais Rendez l'argent. pour beaucoup de gens, ça veut dire gratuit, ça. Ouais, mais malheureusement, c'est ça. C'est que pour beaucoup, ça veut dire gratuit. C'est ça qui est un peu désolant dans l'histoire. Moi, ça me va. Voilà, merci. Bon, merci à toi.